Une nouvelle, Ilan. Après des mois et des mois d'attente et de fantasmes, nous voici enfin lancés dans ce périple en Écosse. Casser la tirelire pour des escales de rêve. Nous dormons de château en château. Autrefois habités, parfois détruits ou désertés, puis tombés en ruine, souvent réhabilités, mais rarement habités à nouveau. Ils accueillent maintenant des hôtes de passage qui n'impriment pas leur histoire dans leurs murs de pierre pleins de mystères. Des visiteurs trop éphémères. Celui de ma prochaine escale m'attend au détour d'une allée de gravillons. Je découvre avec stupeur ce château de princesse dont la couleur pâle évoque un souvenir de guimauve estompé par le temps. Il se dresse, imposant. Ses tours crénelées, abritant des secrets prisonniers du passé, s'élancent fièrement vers le ciel. Nous gravissons péniblement un interminable escalier en colimaçon jusqu'à notre chambre, dont la porte affiche sa dénomination laconique, Ilan. La soirée est déjà bien entamée lorsque nous nous dirigeons joyeusement vers le salon, résolus à profiter pleinement de notre statut de châtelain d'un soir. Un feu de bois crépite dans cette salle aux murs sombres, aux recoins inquiétants, dans une lueur de clair-obscur. Seul le craquement des braises vient parfois troubler ce silence oppressant. Un couple nous a précédés, assis dans l'un des divans, discret et silencieux. Ils nous saluent d'un bref signe de tête, puis reprennent la pose. Elle garde obstinément les yeux baissés sur son ouvrage, un morceau de laine gris qu'elle tricote avec application et dont rien n'indique sa future utilisation. Quand elle lève la tête, je croise ses yeux pâles et son regard intérieur qui semble me regarder sans me voir. Son visage, aux traits réguliers et d'une blancheur extrême, est encadré de longs cheveux clairs, presque blancs. Une tonalité d'or pâle dont la lueur du feu éclaire parfois les reflets fugaces. Tout en elle semble transparent et discret. Son compagnon n'est guère plus loquace. Il lit avec application, et si ce n'était du craquement des pages qu'il tourne, à peine aurais-je eu conscience de sa présence. Il est assis avec une certaine raideur qui s'accorde à merveille avec ses vêtements classiques, sa chemise bien repassée, boutonnée presque sous le menton, jusqu'à l'avant-dernier bouton, que révèle son tricot beige, à l'encolure en V, décoré d'un blason aux allures désuètes et à la signification inconnue de moi. Fasciné par le pli bien repassé et insolite de son pantalon de plein air, je m'amuse intérieurement de ce détail décalé, avant de remarquer la terre accrochée à ses chaussures qui détonne avec la rigidité impeccable de son habillement. Son visage est souligné d'une barbe courte et bien taillée, grise comme ses cheveux, dont quelques mèches gardent pourtant la chaleur éteinte d'un blond qui aurait pu être roux. À les regarder attentivement, on pourrait croire qu'ils sont frères et sœurs. Même teint, mêmes yeux pâles, mêmes traits réguliers, presque sans expression. Ils forment à eux deux un couple lisse et tranquille dont l'insignifiance confine pourtant à la beauté. Lui m'intrigue tant que je l'observe à la dérobée avec une persistance obstinée. Oppressé par ce silence pesant, cette langueur qui s'étire et cette succession de sourires mutiques et figés, je lance soudain une phrase qui résonne contre les murs de la pièce avec un éclat cristallin. Son écho semble égratigner cette chape ouatée de manière presque incongrue, et je ne me reconnais pas moi-même dans cette voix. Pourtant, tous lèvent les yeux, mon compagnon, surpris de mon audace, et mes deux vis-à-vis, absents et présents à la fois.
La réponse se fait attendre, augmentant mon embarras. C'est lui qui brise brusquement ce moment suspendu. Il nous adresse la parole en anglais, après s'être assuré poliment de notre bonne compréhension. Sa compagne l'écoute attentivement, sans lever les yeux de son ouvrage, mais acquiesce silencieusement à ses propos. Après un échange de banalités, il déclare soudain, sans autre forme de préavis, qu'ils auraient souhaité occuper la chambre Ilan, fascinés par son histoire et surtout après tous ces kilomètres parcourus. Hélas, à leur grande déception, on leur avait attribué la chambre Breadalbane, car celle d'Ilan était déjà réservée. Par nous. Il enchaîne ensuite de sa voix monocorde, comme s'il répondait sans la voir à l'interrogation muette de mon regard, et nous révèle que ce château rose, à la douceur trompeuse, fut en son temps théâtre d'une tragédie. Chacune de ces chambres porte un nom significatif lié à l'histoire de Murdoch et d'Ilan, qui s'est transmise au fil des siècles et des générations. Un bref silence s'installe brusquement, comme si un nuage prenait forme, et nous semblons alors tous unis et complices d'un événement inexplicable qui nous lie soudain, sans que nous en comprenions ni le sens, ni la teneur. Quand tout a commencé, Eilan était de l'autre côté de la montagne, du côté du clan que Murdoch combattait âprement, entraîné dans cette boucherie par ses frères d'armes, guerroyant jusqu'à la sauvagerie. Dans la plaine qui séparait les deux montagnes, les hommes se battaient sans merci, s'affrontant jusqu'à la mort. Murdoch s'étourdissait de cette ivresse meurtrière pendant que derrière les visages qu'il voyait s'éteindre puis s'effacer, se superposait puis disparaissait celui d'Eilan, dont il combattait les frères, les oncles, les cousins. Aveuglé par sa fureur, il oubliait que le même sang coulait dans leurs veines, ce sang qui noyait les couleurs singulières de leur tartan, source de leurs différends. Et dans ce combat fratricide, dont il ne sortirait probablement pas vainqueur, il l'a tuée, elle, plus sûrement qu'une épée. Il la perdait, sûrement, pire que dans la mort, condamnant à jamais leur réunion par ses actes. Malgré le souhait de ses frères de la remarier vite, Eilan l'attend. Ses yeux obstinément baissés sur son ouvrage, elle ignore leur rappel à l'ordre et oppose à leurs invectives une présence silencieuse, mais résolument farouche. Fatigué du combat, la nuit tombant en même temps que les hostilités cessent, Murdoch revient péniblement vers le château. Il s'assoit lourdement sur le banc de la cuisine pour enlever ses bottes. Puis, abandonnant sa tête dans ses mains, abattu, mais sans larmes, il s'endort. Chaque soir il s'assied ainsi, se recroquevillant parfois comme un animal blessé, dans l'attente du jour où il pourra enfin quitter ce lieu maudit pour enfourcher vivement sa monture, franchir ses vallées et galoper sans répit vers ces montagnes où Eilan l'attend. Quitter enfin ce banc où il s'assied, prisonnier du temps. L'histoire ne dit pas s'il est mort pendant les combats ou s'il a pu la rejoindre. L'histoire ne dit pas non plus si, ayant pu enfin revenir vers elle, les hommes du clan ont permis les retrouvailles d'une union qui s'était corrompue dans les armes. Le temps a noyé dans les larmes le sort de tous ceux qui ont péri dans cette vallée, et les livres ne disent pas non plus si ceux qui, hier étaient frères, ont renoué les liens qu'ils avaient déchirés dans ces affrontements sanglants. Le château, détruit puis laissé à l'abandon, a été reconstruit. Mais ses nouveaux propriétaires ont préféré destiner ces chambres à des hôtes de passage, comme nous, aujourd'hui. Au fil du temps, plusieurs visiteurs, occupant à leur tour la chambre Eilan, ont rapporté, surpris, avoir senti le matelas de leur lit s'affaisser sous un poids invisible, interrompant soudainement leur sommeil. Le récit s'éteint tout aussi brusquement que s'installe le silence. Nous restons un long moment tous les quatre, songeurs, chacun imaginant derrière ses paupières baissées l'horreur des combats, la damnation de Murdoch et la vaine attente d'Ilan. Assommé par cette triste épopée, frissonnant du feu qui s'est éteint, je me sens soudain oppressé par l'obscurité de la pièce dont les murs me semblent s'être refermés sur moi au fil de ce tragique récit. Troublé, je jongle parmi les équations,
tout en retardant le moment de rejoindre notre chambre. Après un bref échange de regards, nous prenons congé poliment, pressés et inquiets à la fois. Si la porte est restée à la même place au fil des siècles, alors le banc du chevalier pourrait bien correspondre au côté gauche du lit, que j'attribue d'office à mon compagnon, lui laissant le soin d'accueillir le visiteur nocturne s'il vient à se présenter. Malgré mes angoisses, je dors pourtant d'un sommeil paisible qu'aucun bruit, souffle ni frémissement ne vient interrompre. Je suis même un peu déçu de n'avoir pu accueillir ce chevalier invisible dont j'espérais et redoutais la venue. Dans ma hâte, je descends presque en courant le lendemain matin l'escalier tourmenté que j'avais gravi si péniblement la veille. Avide de questions, en quête de réponses. L'aubergiste étonné me regarde sans comprendre. « Des Américains ici ?» « Non. La prête Alban n'était pas occupée hier soir. Nous étions les seuls hôtes de la demeure. »